Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire pour Rhino pour les deux plateformes Windows et Mac. On a commencé quelques minutes en retard, mais vous inquiétez pas, on rattrapera par la suite. Je vais juste vérifier quelques derniers petits détails. Alors, je commence par identifier le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire, le thème d'aujourd'hui va être la modélisation avancée des surfaces avec rhinocéros. C'est-à-dire, ça va être une suite en fait par rapport au webinaire que nous avons fait en février. On va voir à peu près les mêmes sujets, mais appliqués aux surfaces. Donc, en fait, si vous voulez, tout ce qu'on avait vu par rapport à la continuité, à la qualité des courbes, va se superposer aussi aux surfaces, en sachant que le sujet est un peu plus complexe sur les surfaces parce qu'on a d'autres méthodes d'analyse et que les surfaces ont plus d'informations quelque part à analyser. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas participé à des présentations précédentes, je m'appelle Vanessa Steg et je suis formatrice et je m'occupe aussi de l'assistance technique pour Rhinocéros pour les pays francophones. Voici aussi mon site web. C'est donc une activité en parallèle que j'ai en tant que designer produit avec quelques-uns de mes projets. Tout d'abord, je voulais remercier mes collègues, notamment Giuseppe Massoni, qui est mon homologue côté italien, car celui qui a mis ensemble ce matériel qu'on va voir aujourd'hui et un petit peu la suite logique de la présentation. Donc, lui, c'est un bijoutier, designer produit, architecte et puis un grand gourou de Rhino. De la même manière, je voulais aussi remercier mes deux collègues qui sont présents aussi aujourd'hui avec nous. Donc, Rodrigo Bárcena qui s'occupe plus largement de l'assistance technique et la formation pour les pays européens, ainsi que ma collègue Cécile Lambourreau qui s'occupe de tout ce qui est la traduction du matériel de Rhino ainsi que de Rhino au français. Vous avez un petit panneau à côté. Donc, c'est un panneau pour poser des questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou nous dire si tout va bien pour ce qui est de maintenant. Et puis, on aura aussi une séance des questions-réponses à la fin. On essaiera de prendre 5 minutes pour pouvoir justement répondre aux doutes que vous pouvez y en avoir. Alors, ce que nous allons voir dans la présentation d'aujourd'hui. Tout d'abord, on va commencer par voir la continuité entre les surfaces. C'est-à-dire les objets qu'on va construire en Rhino sont très peu construits à partir d'une seule surface. C'est-à-dire, on va avoir besoin de plusieurs patchs pour définir des objets. Et du coup, comment gérer les transitions entre patch de surface et patch de surface, c'est à ça qu'on fait référence quand on parle de la continuité. Donc, la continuité va nous permettre justement de lisser ou d'avoir des transitions visibles. Et tout ça, c'est un art on peut discuter aujourd'hui. Ensuite, on va aussi voir l'analyse de surface, c'est-à-dire il faut comprendre la qualité des surfaces, donc la qualité intrinsèque des surfaces, indépendamment des relations ou des rapports qu'il peut avoir de surface à surface. Une surface en elle-même aussi a une certaine qualité, a des transitions de courbure en interne, et tout ça, c'est important de savoir les lire. Ensuite, on a l'analyse de continuité et les outils pour gérer la continuité. Alors, juste un petit instant, puisque je vois à côté question. C'est bon, voilà, ça se met tout doucement à jour. OK, alors, j'essaie de voir dans le chat ce que vous me dites. Nickel, top. OK.
OK. Bon, heureusement, il y a des habitués aussi. Donc, bon, merci beaucoup. En tout cas, et vraiment, je suis vraiment navrée. Mais voilà que des fois, on a aussi des problèmes techniques, nous, les techniciens. OK, très bien. Donc, ce qu'on disait, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui sont la continuité entre les surfaces, analyser donc la surface en elle-même, c'est-à-dire les changements abrupts ou en douceur de la courbure dans une surface, analyse de la continuité entre les surfaces, c'est-à-dire ces transitions, d'accord, si elle va être douce ou abrupte. Ensuite, on va aussi évidemment voir les outils pour gérer la continuité. Donc, c'est-à-dire non seulement savoir l'analyser et la lire, mais savoir la changer et l'éditer. Aussi, on va, si on a le temps, voir des petites astuces supplémentaires. Alors, je pense que voilà, je vais devoir ces astuces pour une autre fois, mais on va essayer. Voilà, donc déjà aussi, un autre aspect important, ce sont comme pour le webinaire des courbes, ce sont des notions abstraites. C'est-à-dire, dans d'autres webinaires précédents, c'était des choses plus simples. On venait pour faire un objet concret. Donc, c'est comme ça qu'on commence à la modélisation d'un Rhino. Ici, on est sur des notions qui vont plus avancer, qui vont nous servir pour résoudre des problèmes ponctuels, des problèmes d'édition plus intéressants et plus avancés. Voilà, donc on va rapidement faire le tour de ce que c'est le NURBS. Donc, ça représente, c'est un acronyme pour Non-Rational Basis Splines, c'est-à-dire c'est du vectoriel. C'est une bibliothèque géométrique qui va me permettre de représenter des courbes mathématiquement avec des formules. Et donc, de quoi est-elle composée? Voilà, donc en fait, les courbes sont les courbes sont composées essentiellement des points de contrôle, des nœuds et du degré. Donc, les points de contrôle, c'est comme des magnets qui tiennent la courbe en place. C'est un petit peu comme des fils du marionnette, d'accord, qui tiennent la courbe et qui lui donnent sa forme, d'accord. On change le point de contrôle, il y a un impact direct sur la forme de la courbe. Les nœuds, c'est une liste de paramètres dont on n'a pas accès, mais ils existent et il permet simplement de définir la courbe mathématiquement. Et le degré contrôle de quelle manière ce point de contrôle attire ou au contraire va repousser la courbe. OK, alors, ensuite, donc, les trois aspects qu'on va voir. La continuité. Donc, il s'agit de trois types de continuité essentielles. Donc, G0, G1 et G2. Donc, pareil comme pour les courbes, sauf qu'ici, il faut le contrôler dans deux sens, d'accord, quelque part. Donc, G0, basiquement, c'est simplement que les deux bords des deux surfaces se touchent, d'accord, même si la transition va se faire à un angle. Ensuite, G1 signifie que la transition commence à s'adoucir. Donc, elle commence à devenir transparent à l'œil nu. On ne va pas pouvoir distinguer s'il s'agit de deux surfaces ou d'une seule. Et G2, c'est une G1 avancée, c'est-à-dire vraiment, cette transition devient vraiment invisible. Et on va voir plus en détail ça dans l'exercice pratique. Alors, par rapport à l'analyse, donc on va voir, il y en a plusieurs de commandes, mais on va pouvoir voir aujourd'hui rayure et courbure. Donc, rayure me sert à analyser la continuité entre les surfaces et courbure me permet d'analyser la qualité et la courbure intrinsèquement d'une surface. Ensuite, on va voir des outils pour gérer ces transitions. D'accord? C'est-à-dire adapter surface ou raccorder surface pour justement permettre à ces transitions d'être à un angle visible, d'avoir une couture quelque part ou de faire une transition lisse. Et puis, sans plus nous attarder, commençons. Alors, je ramène Rhino. Voilà, super. Le moment tant attendu cette fois-ci.
Donc, voilà, qu'on a ici essentiellement un peu ce qu'on a vu sur la présentation. C'est-à-dire, on a déjà un premier cas, c'est celui-ci. C'est-à-dire, il n'y a pas de continuité. Donc, ça existe aussi deux surfaces qui ne se touchent pas. D'accord? Ensuite, on a G0, c'est-à-dire les surfaces se touchent, même si c'est véritablement un angle saillant, un angle visible. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle le G1 ou tangence, c'est-à-dire la transition commence à se lisser, d'accord? Même si le changement entre une surface et l'autre est abrupt. Et on va le voir juste après. Et G2 ou courbure, qui signifie que cette transition est de plus en plus invisible, comme je disais, à l'œil nu. Donc, si on active les points de contrôle pour toutes ces situations-là, on va voir déjà que qu'est-ce que ça signifie par rapport au point de contrôle. Ça signifie que pour G0, c'est-à-dire que les deux derniers points de contrôle touchent les deux derniers points de contrôle du bord de la surface adjacente. Donc, c'est simplement, il s'agit de la première file de points de contrôle de la surface grise qui s'adapte à la première file de points de contrôle de la surface adjacente. D'accord? C'est-à-dire, c'est le bord en entier qui se touche. Pour arriver à G1, on a G0, c'est-à-dire les deux derniers points de contrôle sont adaptés aux deux derniers points de contrôle, mais la file de points de contrôle intérieur, elle aussi, elle va être alignée avec ces autres deux fils de points de contrôle. C'est-à-dire, pour arriver à la tangence, il faut que la surface qui s'adapte à l'autre surface suit la direction tangente de la surface. C'est-à-dire que de ces deux dernières fils de points de contrôle à ces deux dernières fils de points de contrôle dans la surface bleue, on peut tracer une droite. D'accord? Et donc là, ça veut dire que les deux surfaces regardent dans la même direction et là, on arrive à du G1. Pour nous approcher du G2, on a du G0, puisqu'on voit que les deux points de contrôle se touchent avec les deux points de contrôle. On a du G1, puisque ces deux points sont aussi alignés avec ces deux points. Donc, on a, on va dire, les deux fils de la surface bleue avec les deux fils de ce côté de la surface grise qui se touchent. Et en supplément, on va avoir une troisième file de points de contrôle qui, elle aussi, va être alignée dans la direction tangente. D'accord? Et là, on arrive à du G2. Et pour rendre cela plus concret, on va se mettre dans le mode ombré. On va voir ici la couture de la transition en G0. On va voir la transition lissée dans du G1, même si on voit quand même le changement d'une surface à l'autre, mais elle reste lisse. Et dans du G2, où ça commence à se fluidifier, si on peut dire, beaucoup plus. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que, on va dire concrètement la différence entre du G1 et du G2, c'est la vitesse du changement de rayon, du passage d'une surface à l'autre. Donc, G0, je pense que c'est assez clair. Pour G1 et G2, la différence, c'est que vu qu'ici, on n'a que deux fils de point de contrôle, ici, il va avoir plus rapidement. Donc, si on mesure le rayon ici, d'accord, dans de ce côté de la surface, on va voir que le changement de rayon, il se fait beaucoup plus abruptement, de plus large dans cette zone-là, à des rayons qui vont être plus petits. Pour vous montrer de manière plus concrète, on va utiliser là le rayon. Et on va voir, voilà, comment on peut mesurer tout au long du côté de la surface le rayon. Et donc, le changement ici pour la tangence, elle va se faire de manière plus abrupte que si je mesurais le rayon ici pour du G2. Donc, à l'œil, c'est un peu compliqué de le voir, mais de manière mathématique, si on mesurait des points, on verrait que la transition ou la diminution du rayon, il est beaucoup plus progressif et douce pour arriver ensuite à du plat dans la surface bleue qu'ici. Ici, on va passer des rayons beaucoup plus larges rapidement à des rayons beaucoup plus petits. Et c'est pour ça que quand on regarde donc quand on va regarder en mode ombré, on va donc voir qu'ici, quand même, on voit ce changement abrupt entre la surface grise vers la surface bleue, contrairement à du G2 où ça commence déjà à être beaucoup, beaucoup plus lisse. D'accord?
Alors, pour vous montrer comment analyser ces situations, parce qu'ici, on a quand même une adaptation, une continuité qui est assez simple puisqu'il s'agit, là, on a un côté qui est linéaire. Donc, pour bien apprendre à lire ces types de continuité, autant dans la courbe, si on a deux courbes, on a l'outil qui s'appelle, dans les courbes, continuité géométrique, qui va me dire mathématiquement si deux courbes sont en G0, G1 ou G2. Contrairement à ça, il n'existe pas cet outil pour les surfaces. Pour les surfaces, il n'existe que des outils visuels. Et on va donc aller chercher l'outil rayure, un des plus communs utilisés dans ces situations. Donc, on va choisir toutes nos surfaces. On va les voir d'un coup. Et on va aussi apprendre à chercher l'outil de rayure. Alors, ce qu'on va faire, il s'est égaré, décidément. Alors, OK. Ici. Bon, décidément, il s'est caché. J'avais des choses à vous montrer avec lui. Alors, un petit instant, on va faire, bon, aujourd'hui, il y a des jours comme ça. On va fermer ici. Et on va simplement rouvrir Rhino. En tout cas, entre problèmes techniques et problèmes techniques, j'espère que vous apprenez aussi des choses. Donc, décidément. OK. Bon, là, voilà, il s'est réactivé. Alors, je vais réessayer ce petit coquin. Alors, on va aller le choper ici. Le zébra. J'ai quand même... Ah, voilà, je l'ai retrouvé. Ici, chopé de l'autre côté. Voilà, super. Bon, donc c'est bien puisque c'est quand même intéressant de voir les différentes options. Donc, la première chose, c'est que les rayures, c'est simplement comme une sphère de rayons qui est autour, qui est dans l'environnement, qui est plaquée dans l'environnement de Rhino et qui projette en fait des rayures blancs et noirs sur les surfaces qu'on a choisies. Donc, à l'occurrence, les rayures, comme vous pouvez voir, là, sont trop grandes, donc elles ne me servent à rien. Alors, je vais les faire fines. Voilà, peut-être même assez fines. Et puis, on peut, si on voit qu'elles ne sont pas positionnées dans la bonne direction, on peut simplement les inverser pour mieux montrer. Et d'ailleurs, on va passer ici à du très fin pour aller voir. Voilà, donc ici, on va mieux comprendre ce que cet outil va nous faire, puisqu'on voit qu'il y a des rayures qui sont plaquées et on apprend à lire qu'on est dans du G0, puisque donc ici, c'est assez évident, mais il y a dans des situations qu'on ne voit pas et c'est qu'avec l'outil Zebra qu'on va pouvoir se rendre compte. Puisqu'il y a une coupure nette des rayures d'un côté et de l'autre. Donc, elles ne se touchent même pas, voilà, et elles ne se superposent pas d'un côté de la surface à un autre. Donc là, c'est sûr, il y a une couture dans la surface. On est dans du G0. Ensuite, on va passer à du G1. Donc ici, on va simplement faire ajouter des objets. On ajoute les deux et on fait entrer. Et dans ce cas-là, on a du G1 tangence et on le voit assez clairement, puisque même si les rayures en elles-mêmes se rejoignent à un angle, elles sont en continu. Elles ne se cassent pas, il n'y a pas de cassure comme c'est ici, côté du G0.
on n'a pas de continuité. Ici, on a quand même du continuité, mais on n'est pas dans du G2 puisqu'il y a quand même une cassure à un angle des rayures d'un côté de la surface et de l'autre. Alors, de même, on va ajouter des objets de ces deux côtés-là. Et là, on voit bien qu'on est, et on va bloquer, verrouiller le panneau de rayures ici en bas de l'interface. Donc, on va voir ici qu'on est dans du G2 puisque, contrairement à G1, les lignes sont complètement fluides. Il y a une courbure qui se suit. Il n'y a pas de cas sur un angle des rayures. Donc, décidément, il y a une transition en G2. Et c'est comme ça que grâce à l'outil de rayure, on va pouvoir lire le type de continuité entre les surfaces. D'accord? Donc, d'autres aspects importants de rayure, c'est ajuster le maillage. Et cela est valide pour, donc, vous allez le voir ici dans le panneau d'options des rayures, on a ajusté le maillage, c'est-à-dire les objets nerves ne peuvent pas avoir de la couleur. Ils dépendent d'un maillage qu'on va recréer sur lui pour pouvoir appliquer, dans ce cas-là, ce faux mapping, en fait, de rayures dessus. Donc, on va créer un maillage, d'accord, à partir de ces options-là. Et donc, ce maillage, normalement, quand on clique là, on a les options pour ajuster le maillage et le rendre de plus en plus fin pour que la lecture de l'analyse soit vraiment fidèle à la réalité de la surface. Donc, pour l'instant, je vais fermer cette boîte de dialogue et puis on va voir comment on est arrivé à ces situations-là. Donc, on va le voir avec ces deux options-là et en allant dans « Outils pour les surfaces », on a l'outil adapter. Adapter une surface. Adapter une surface va me permettre de choisir donc un bord d'une surface et l'adapter à un autre bord d'une surface adjacente. Donc ici, on a la boîte de dialogue qu'on va aussi accrocher. Ah, elle me permet pas de l'accrocher, donc on va le laisser en mode flottant. Voilà. Et donc, on va aussi enlever surface moyenne. Donc, déjà, regardez ce que j'ai fait. Je recommence. Je fais adapter une surface. Le premier bord, c'est celui qui va s'adapter au deuxième bord. Je fais entrer. Et là, j'ai une série d'options. Donc, déjà, je veux une continuité en position. Je ne veux pas qu'il transforme les deux surfaces. Je veux que ce soit uniquement la surface originale qui s'adapte à la surface bleue. Avec surface moyenne, on va avoir les deux surfaces qui trouvent un compromis pour s'adapter l'une à l'autre. Ici, non, c'est le premier bord qui va s'adapter au deuxième. Et conserver l'autre extrémité, ça veut dire que éventuellement, de ce côté-là, j'ai une autre surface avec laquelle j'ai aussi une relation, un rapport de continuité. Et donc, il faut le déterminer dans cette partie-là pour que Rhino, en adaptant ce bord-là, ne casse pas la continuité de ce côté-là. Donc, voilà toutes les options. Évidemment, l'option de choisir le type de continuité. Donc, pour l'instant, sur l'autre bord, vu qu'on n'a pas de surface ici, je le laisse sur rien. Et tout ce qu'il va faire, c'est simplement soulever les deux points de contrôle pour les aligner avec ces deux points de contrôle. Et là, on va arriver, comme ici, à du G0. D'accord? OK, donc on repart. On va repartir à nouveau. On dit, voilà, donc maintenant, ce bord-là, tu me l'adaptes à celui-ci, cette fois en tangence. Donc, à l'occurrence, il s'est simplifié la vie. Il a simplement soulevé les deux derniers points de contrôle pour que les deux plans soient alignés. D'accord? Donc, dans ce cas-là, je vais lui dire non, non, attention, de l'autre côté, on va lui faire croire qu'on a une autre continuité de l'autre côté en courbure. Comme ça, il ne me change pas la surface de ce côté-là. Et là, on arrive à une relation de tangence. D'ailleurs, qu'on peut toujours, avec les outils d'analyse, rayure, d'accord, venir voir. D'accord? Voilà le passage des courbes. Et en dernier, juste pour montrer les trois, on adapte ce bord. Vous voyez qu'il me montre aussi les flèches à celui-ci en courbure. D'accord? Donc là, il va modifier, peut-être même intégrer des fils de points de contrôle pour pouvoir conserver cette extrémité en courbure et pour pouvoir adapter cette extrémité en courbure. Voilà.
Et donc, pareil, si on choisit les deux et qu'on dit analyse par rayure, on va voir la transition comme ce qu'on avait vu sur le troisième exemple ici. D'accord? On est en G2, une continuité lisse des rayures d'un côté à l'autre. Super. Donc, je me permets aussi de vous montrer un troisième, ou un dernier cas, c'est celui des surfaces limitées. Donc, voilà aussi une chose importante à préserver, c'est-à-dire une surface NURBS est en général un patch de 4 côtés. Mais bien sûr, on peut quand même arriver à faire des surfaces NURBS qui est en forme d'étoile, en forme de tout et n'importe quoi. Et ça, c'est en général puisqu'on va pouvoir limiter les surfaces. Limiter, ça veut dire couper. Donc, c'est-à-dire, je prends une courbe qui va traverser ma surface et je lui dis, voilà, tu vas me limiter avec ce couteau entre cette partie de la surface. Voilà. Donc, c'est ce qui est passé, c'est passé de ce côté de la surface, ici en avant. D'accord? Donc, je vais faire un petit zoom. Voilà. Mais la chose, c'est que quand on active les points de contrôle, on va voir qu'en réalité, c'est des faux bords. Ça, c'est pas des vrais bords. Les vrais bords, on le voit par la limite, en fait, de la bordure des points de contrôle continue à être ces 4 bords. D'accord? Donc, cela a la facilité de nous permettre de faire des formes de tout type, puisqu'on peut le couper, comme je dis, en forme d'étoile, etc. Par contre, elle est limitée avec l'utilisation de certaines commandes, notamment adapter. Donc, on ne peut pas adapter une surface qui possède un bord limité à une autre surface. Rhino ne va pas me le permettre. D'accord? Voilà. Donc, quand vous limitez, soyez sûr que vous n'avez pas justement par la suite à faire une adaptation quelque part. Il y a des solutions à cela. On peut par contre adapter un bord non limité, comme celui de la surface bleue, à un bord limité. Ça, c'est possible. D'accord? Vous allez voir ici, voilà, on a différentes options. Justement, on préserve la continuité précédente. D'accord? Mais adapter un bord limité à un autre bord, ça, ce n'est pas possible. Voilà. Une autre option, sachez-le, dans le même outil de limiter, si vous cliquez droit, d'accord, on clique droit sur le même icône, on exécute une autre commande, celle de annuler la limite. Donc, je peux cliquer sur le bord limité et retrouver ma surface en entier. Dès que, donc, on va juste venir en arrière. Dès que mes bords limités préservent en fait l'information des points de contrôle, on peut toujours venir délimiter une surface. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect plus théorique. Passons à l'exemple concret qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Ce sont des courbes présentées en forme de la moitié d'une coque de bateau. D'accord? On va activer les points de contrôle pour voir qu'en fait, la structure des points de contrôle de ces courbes sont très simples. On a 4 courbes, dont 3 avec 4 points de contrôle. Donc, c'est une situation véritablement idéale pour la construction d'une surface, puisque dans Rhino, le moins, c'est le mieux. D'accord? Donc ici, 4 points de contrôle, 4 points de contrôle et ainsi de suite. Et puis une droite avec 2 points de contrôle, mais c'est très bien. Et donc, on va passer par l'utilisation dans Outils pour les surfaces d'une commande qui s'appelle surface par bord, qui me permet de créer une surface à partir de 2, 3 ou 4 courbes. Donc, c'est idéal pour cette situation où il y a une bonne mise en page, on va dire, des courbes. Et l'avantage de cette commande, c'est qu'elle va hériter de la simplicité de structure de point de contrôle des courbes. Et la surface, elle aussi, va donc posséder cette structure qui est vraiment propre. D'accord? Voilà. Alors, pourquoi ça, c'est important? Parce que dans un premier temps, dans Rhino, on va travailler les courbes qui vont générer des formes. Donc, on travaille sur la forme globale de la surface. Si on a une surface avec 200 points de contrôle et qu'on bouge un, ça n'affecte en rien
la forme globale. Ça va simplement m'insérer un défaut en local. Donc, on veut peu de points de contrôle pour continuer à déplacer ces points de contrôle, d'accord, et pouvoir avoir ce point qui affecte dans la longueur, dans la globalité, la surface, d'accord? Alors, je vous montre juste en faisant quelques éditions, même si elles ne sont pas volontaires, parce que c'est pas ce qu'on cherche, mais juste pour voir comment on peut travailler cette forme en modifiant ces points de contrôle. On peut aussi maintenant venir, une fois que ces deux-là sont alignés, soulever. Et ainsi varier et modifier la forme de ma surface. D'accord? Voilà. Bon, comme dit, c'était pas voulu, c'est juste pour vous montrer voilà, l'importance de cette simplicité des courbes. On a quand même beaucoup d'outils aussi qui vont se trouver ici dans la barre d'outils des points de contrôle. D'accord? Là, on a des outils merveilleux. On ne va pas pouvoir tous les voir, mais je vais vous initier sur quelques-uns pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas. Donc, on peut, par exemple, une fois on a édité la forme globale, on se rend compte qu'on a besoin de plus de contrôle ici. Donc, à ce moment-là, on peut venir insérer une file de point de contrôle ou un nœud. D'accord? Un nœud, l'avantage, c'est qu'elle ne me change pas la forme. Elle va me changer la forme de la structure de point de contrôle, mais elle ne me change pas la forme géométrique de la surface. L'autre particularité, c'est que là où je place en fait le nœud, c'est pas forcément là où il y aura la file de point de contrôle, mais c'est pas loin. Donc voilà, j'ai placé le nœud là et la file de point de contrôle est apparue ici de ce côté-là. Donc là, je valide, d'accord? Et cela va me permettre, alors je vais en fait l'insérer ce nœud un peu plus devant. Voilà, ok, très bien. Voilà. Donc ça n'a pas changé la forme. On a une autre option, c'est celle d'insérer des points de contrôle. Donc, l'avantage, c'est qu'elle ne me change pas la structure des points de contrôle, contrairement à un nœud. Ça, c'est très important pour les architectes navals. Par contre, ça me change la forme, ce qui est un peu moins intéressant pour les designers produits. Donc là, si j'insère une file de point de contrôle, donc elle se trouvera là où je l'ai mis. Par contre, en validant, ici, on va voir un petit peu l'avant et l'après. Voilà. Vous voyez comme cette forme, donc je laisse un petit peu de temps que ça se met à jour. Cette forme, en insérant des points de contrôle, va me modifier la forme de la coque du bateau. Alors, pourquoi insérer des points de contrôle? Ça peut me permettre, dans un deuxième temps d'édition, de, par exemple, se dire, voilà, je vais déplacer ce point, mais je ne veux pas que ce point m'affecte jusqu'au bout. Donc, en insérant une file, ça va bloquer, voilà, en déplaçant ce point de contrôle, ça n'affecte pas, par exemple, tout au long, ou au moins, ça limite le changement qui peut se produire à l'avant du bateau. D'accord? Donc, ça, c'est un des intérêts. L'autre intérêt, c'est parce qu'on a besoin vraiment de plus de contrôle en local pour mieux, en fait, pouvoir définir notre forme du bateau. Donc, on a simplement besoin de plus de points de contrôle pour mieux définir cette forme. D'accord? Donc, voilà deux options très intéressantes. Et puis, on va voir un troisième point, mais on va le voir après, c'est celui du poids. Mais avant tout, on va voir l'outil qui va nous permettre d'analyser la structure ou la qualité de la surface elle-même. Donc, pareil, analyse, surface, analyser la courbure. D'ailleurs, on a plusieurs types d'analyse. On va passer par celui-là pour aujourd'hui, puisque ça reste un outil intéressant. Alors, pareil, je vais venir ancrer ça ici sur l'interface. Il y a toujours une boîte avec des options pour chaque outil d'analyse. Et donc, on a plusieurs types ou plusieurs styles pour analyser cette courbure. On va, dans ce cas-là, donc rayon minimum, c'est intéressant puisqu'il va analyser les différents rayons sur la surface. Il va automatiquement insérer ces intervalles et il va nous dire quel est, le bleu, c'est donc les rayons qui sont moins de 1,73 et le maximum. Donc, on arrive à retrouver, par exemple, des tout petits rayons dans les surfaces. Donc, ça, c'est intéressant. On va voir aussi gaussienne.
Donc, gaussienne, dans ce cas-là, on va simplement faire un intervalle automatique. Donc, il va aussi analyser la structure, ou les rayons sur la surface, les courbures plutôt dans la surface. Il va insérer un domaine dans lequel on va pouvoir étudier plusieurs aspects intéressants. Donc, la courbure gaussienne va me permettre de repérer les zones plates sur la surface, d'accord? Donc, dans ce cas-là, tout ce qui est vert représente pas des zones plates, mais des zones qui sont courbées dans une seule direction. Donc, s'ils sont linéaires, cela concrètement veut dire que ce sont les zones que je peux éventuellement aplatir ou déployer à plat, d'accord? Type un cône, un cylindre, etc. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle la courbure négative. Donc, c'est tout ce qui est en bleu. Cela, et puis la courbure positive, tout ce qui est vert, le jaune, rouge. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une courbure gaussienne positive? Ça veut dire qu'on est sur un type de courbure type un bol. C'est-à-dire que c'est courbé dans le même sens dans les deux directions. Par exemple, ici, donc on a cette zone en rouge. On voit que la courbure, elle est convexe ici, d'accord? Ou concave, je les confonds tous les deux. Et ici aussi, d'accord? Donc, elle regarde ces deux courbures des deux directions de la surface, regardent dans le même sens. La courbure bleue ou vers les bleus représente une courbure négative, c'est-à-dire qu'on va avoir une courbure, et on le voit clairement ici, qui va être dans une direction, et ici, qui va être toujours dans la direction opposée, donc comme une selle de cheval. D'accord? Ça donne cette impression de courbure inversée. Donc voilà, donc c'est intéressant de comprendre justement cette surface. Si on voit, par exemple, on va aller dans les rayons minimum, on va insérer des intervalles automatiques et on va venir choper l'outil pour attirer les points ou éditer le poids des points. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, un point, par défaut, attire la surface vers lui à 100%. Mais cela, on peut le changer. Par exemple, si on a besoin de serrer les rayons de courbure, d'ajouter des rayons de courbure qui sont plus petits dans une zone de notre surface, on peut le faire en éditant le poids du point de contrôle. Donc, je peux, par exemple, prendre un point, faire un trait, et venir, donc voilà le petit boîte de dialogue, donc voilà qu'on est à, on va dire 100%, on peut dire, voilà, tu vas attirer la surface vers toi plus. Et donc, vous allez voir comment ici, automatiquement, la surface s'approche du point et va se fermer vers elle aussi, va serrer la courbure. Donc voilà, là, il se met à jour puisqu'on a un maillage pour l'analyse de courbure qui est très fin. Donc, il y a quand même un peu de calcul qui se fait là-dessus. Donc, je vais prendre le point adjacent pour, pareil, éditer ce poids, l'attirer vers lui. Un petit peu, comme ça, une transition d'un rayon qui est bien serré, qui continue serré et que petit à petit s'élargit. Et puis, on va voir que cet outil me montre les zones qui sont avec des rayons plus petits, simplement en unité, hein, jusqu'à des zones qui s'agrandissent en rayons de plus en plus. D'accord? Bon, voilà, donc pour cet outil-là. On va passer à encore, donc on a déjà fait toutes ces étapes-là. Ici, ce qui a été fait, donc je vais effacer cette surface, c'est simplement une symétrie. On a notre surface, on va dire l'édité, enfin tout est bien comme il faut, la forme, c'est ce que je veux. Maintenant, je passe à l'étape de faire la symétrie de cet objet de l'autre côté de l'axe X. Voilà. Et donc ici, je vais venir analyser avec mon outil rayure, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'analyser le passage d'une surface à l'autre. Et donc, on va mettre des rayures moyennes pour mieux voir la situation. Voilà. Donc ici, on voit en fait, non, excusez-moi, parce que celui-là, il a déjà, je l'ai fait avec
Voilà, c'est celui-là, certainement, qui n'a pas été adapté. Donc, j'ai changé de calque. Voilà. Et donc, là, simplement, on a fait la symétrie de la moitié. On active rayure et on va se rendre compte qu'on a un passage ici qui est plutôt en transition, en position. D'accord? On a, voilà, ici, en inversant la courbure, on va bien se rendre compte que les rayures, on est dans du position parce qu'elles se cassent en passant d'une surface vers l'autre. Donc, évidemment, on va venir dans toujours outils pour les surfaces et on va venir adapter. Donc, ça, on va se débarrasser. Adapter une surface, donc le bord de cette surface, au bord de la surface adjacente. Et puis, on va valider. Ici, c'est très important, vu que c'est un objet symétrique, on va activer cette fois surface moyenne pour qu'il modifie symétriquement mes deux surfaces. D'accord? On va le laisser en tangence, puisqu'un objet qui est symétrique, qui a une continuité de tangence, automatiquement tombe dans une continuité en courbure, puisque le changement de rayon, il va être pareil d'un côté et de l'autre. Donc, on obtient de la courbure. Et là, on va simplement valider. Donc là, ce qui prend le temps de calcul, c'est surtout de mettre à jour ce maillage des rayures qui, lui, il est vraiment, vraiment paramétré de manière très fine. Et là, on voit tout de suite avec les rayures que la transition est invisible du passage d'un côté à l'autre de la surface. Donc là, on est avec adapter, adapter surface, arriver à cette transition lisse dans la partie inférieure de la coque. Le problème qui se pose avec cette solution-là, c'est que de côté, on va avoir une transition qui, elle est à presque un angle droit. Et moi, je souhaite avoir cette transition de manière arrondie. D'accord? Mais du coup, je suis dans une situation où il faut gérer un bord ou adapter un bord et un deuxième bord pour faire le passage lisse de ce côté-là. Donc, adapter est génial pour le bord inférieur. Par contre, pour gérer la transition lisse des deux bords, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, on va passer à un autre système, à un autre workflow de travail. Et vous allez voir, donc ici, on passe au prochain calque. Donc, j'ai le bateau et donc Giuseppe a aussi créé, et on va se mettre en mode filaire, ce plan. Ce plan. Et en fait, attendez, parce que peut-être que là, voilà. Que malgré tout, on a en fait une intersection entre les deux. D'accord? Et ce qui est intéressant de ce plan, c'est qu'il va me servir pour limiter ou couper, en fait, ici avec l'outil limité, la coque du bateau. D'accord? Alors, comme moi, mon intérêt, c'est de contrôler la courbe ou cette transition-là de coupure, puisque c'est ça qui va me donner l'arrondi, puisque ça fait partie de l'identité en fait visuelle de l'objet. Il faut bien que je contrôle cette intersection qui définit le profil final qui aura mon bateau. En tout cas, le profil de découpe du bateau. Donc, je vais faire une petite astuce. Alors, dans mon cas, je vais simplement utiliser l'historique de Rhino parce qu'on peut très bien le faire avec l'historique de Rhino. On peut aussi le faire avec Grasshopper, mais on n'a pas trop le temps et je trouve que avec Rhino, ça se passe aussi très bien. Donc, on va aller dans Outils pour les courbes. Dernière icône, on a une barre d'outils super avec plein de bonnes choses. On va utiliser la commande intersection. Elle va me permettre de prendre deux ou des multiples objets, faire entrer et va me sortir exactement là le passage entre les deux objets. D'accord? D'ailleurs, dans ce cas-là, je vais changer de couleur. Je vais le mettre en bleu. Comme ça, c'est plus visuel. Et puisque je fais l'intersection et que j'avais enregistré l'historique, dès que je modifie un des deux surfaces, la courbe d'intersection, elle va se mettre à jour pour représenter la nouvelle intersection par rapport aux éditions que j'ai fait dans les objets. Donc, dans ce cas-là, on va activer les points de contrôle pour la surface. Et on va voir que en modifiant un petit peu mon plan,
D'accord? Mais voilà, c'est des modifications vraiment, des petits mouvements, des petits gestes qui vont me permettre de mieux, vous avez vu comme la courbe, là, s'est mise à jour. Donc, c'est ça qu'on cherche, c'est de me dire, voilà, ce profil pour le bateau ou pour la découpe de mon bateau, voilà, j'ai besoin de changer un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et puis venir justement modifier. Et automatiquement, j'aurai cette mise à jour qui va se faire aussi dans l'intersection pour mieux voir visuellement. Évidemment, je pourrais prendre le plan coupé, me dire ça va pas, revenir en arrière, modifier le plan, recouper. Mais là, j'ai d'une manière interactive le profil de découpe du bateau. Voilà. Donc, super. Moi, ça me convient. J'ai une transition lente. Voilà. Il n'y a pas des moments concaves qui vont ou des changements abrupts dans la courbure. Ça va lentement venir se définir à ce profil de découpe. Donc, il suffit maintenant d'utiliser soit la courbe, soit le plan pour limiter. Allez, je prends le plan. La partie centrale de la coque du bateau. Voilà. Et donc maintenant, le plan, bah, donc ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir se débarrasser du plan, voire même de la courbe. Et là, j'ai ce profil. Donc maintenant, je peux venir prendre la surface, aller dans Outils pour les surfaces, excusez-moi, plutôt transformer et faire la symétrie de l'autre côté de l'axe X. D'accord? D'ailleurs, pour l'instant, voilà, on va se débarrasser de ces courbes-là. Et du coup, ici, on se trouve avec quand même un espace ouvert qu'il faut quand même remplir pour finir de définir la coque. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est venir dans Outils pour les surfaces, et utiliser une autre technique qui n'est pas adaptée, comme on a fait avant, mais qui est raccord de surface. Raccord de surface, donc adapter une surface va m'adapter une à l'autre. Raccord de surface va aussi gérer la continuité, mais en créant une troisième surface qui se raccorde aux deux bords. Donc, je choisis un côté, l'autre côté, et je fais entrer. Et là, on va venir chercher la boîte de dialogue pour cette commande. Et donc ici, on a vraiment des possibilités infinies. C'est une commande qui marche très, très bien, qui est vraiment fidèle au travail et qui nous sauve dans des multiples situations. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'elle crée un profil à elle qui va justement me raccorder les surfaces dans le niveau de continuité que je vais choisir ici de côté. À l'occurrence, on va le laisser par exemple en courbure et on a la possibilité même de faire un aperçu. Donc, une fois on voit notre surface qui est créée, on a la possibilité d'éditer donc avec ces petites manettes la forme de ce profil. D'accord? Donc, on peut par exemple, aussi en appuyant en majuscule, éditer symétriquement. Soit on édite indépendamment, soit on édite les deux de la même manière en appuyant sur majuscule. Donc, j'appuie sur majuscule et puis je vais rapprocher les points, les derniers points des premiers et puis les points du milieu. Je les approche ensuite ensemble pour serrer le profil et rendre cette transition presque un angle oscillante, même si avec la surface du coque du bateau, on a une transition en courbure. D'accord? Ensuite, il faut toujours, surtout quand c'est des raccords qui sont longs, comme dans ce cas-là, venir vérifier dans la longueur de la surface, voir qu'il n'y a pas de problème. Par exemple, ici, on voit qu'il y a un petit souci de transition en interne de la surface avec ces paramètres-là. Donc, dans ce cas-là, je peux venir simplement faire ajouter des formes et par ici, venir positionner, on va dire, une troisième section qui redéfinit cette partie-là. Et voilà que ça ressoude les problèmes. Et puis ici, ça doit être assez simple puisque c'est quand même une transition qui va être plat. Donc, si on est satisfait, on valide.
Et on revient avec rayure pour analyser la situation. Voilà, ça calcule tout ce maillage. Et là, on se rapproche. Et on a des belles transitions. Un courbure avec la partie en avant qui va être, elle, arrondie. Et puis, évidemment, la partie inférieure, dont on n'avait pas déjà des problèmes auparavant, mais qui continue à être vraiment avec une transition qui est assez propre. Voilà, donc ça, c'est pour une des façons de gérer ces transitions complexes. On va voir une dernière option qui est, je pense d'ailleurs, la préférée de Giuseppe qui a créé cette option parce que lui, c'est un rigoureux qui travaille de manière très, très propre. Et cette autre méthode, si bien elle prend plus de temps, c'est une méthode qui nous permet plus de contrôle sur la transition elle-même. D'accord? Donc, on va venir la voir. On va désactiver ici de ce côté. Donc, donc la deuxième proposition. Donc, ici, on est déjà avec la coque limitée par notre plan d'intersection. D'accord? On a déjà l'arrondi qui est fait. Ensuite, on a retrouvé les courbes d'origine de la création de la surface par bord. D'accord? Et on a ajouté une transition arrondie. D'accord? Cette transition, on l'a fait avec une commande qui est donc un raccord. Avant, on avait utilisé raccord pour surface. Dans ce cas-là, c'est un raccord des courbes. Donc, c'est la même commande appliquée aux courbes. D'accord? Et donc, on a obtenu ce profil-là. D'accord? En utilisant les deux courbes de base. Très bien. Donc, ensuite, on va faire des surfaces que l'on va appeler des surfaces mannequins ou des surfaces auxiliaires qui vont me permettre, en fait, elles ne me servent pas pour mon objet, mais ils vont me servir pour mieux créer la transition. D'accord? Donc, on va la cacher un instant pour voir comment elle a été créée, c'est cette surface auxiliaire. Elle a été créée à partir de les courbes originales, donc ici d'ailleurs, on va sûrement passer, voilà, là on est mieux. Donc, on a simplement uni les courbes originales avec le raccord. Et ensuite, on a créé, si on va dans la vue de dessus, on a créé ces deux droites qui sont perpendiculaires à mon plan de symétrie, d'accord? Ou à l'axe de symétrie, voilà, essentiellement. Donc, on a créé ces deux droites qui vont me permettre de créer la surface auxiliaire de manière à qu'elle soit en tangence, du moins en tangence avec le bateau, d'accord? Ensuite, on a créé encore deux autres courbes auxiliaires de ce côté-là qui représentent, du moins, qui s'approchent d'avoir, donc là, elles étaient faites très vite fait, mais qui s'approchent de la direction, en fait, de continuité de la surface à ces deux endroits-là. D'accord? Voilà, donc simplement tracer deux courbes qui s'approchent du regard, en fait, de la surface du bateau. Et donc, avec tout ça, on revient sur notre surface, on a créé cette surface auxiliaire avec ces courbes-là. Et c'est elles qui vont me permettre ensuite de créer ce raccord. D'accord? Donc, c'est la même commande qu'on a utilisée avant, raccord par surface. D'accord? Et donc, on a adapté le raccord avec la coque en G2 et on a adapté en G1 vers la surface auxiliaire. OK? Ça fait une transition qu'on va mieux contrôler puisqu'ici, on a les petites manettes du raccord qu'on peut modifier en direction. On peut bien déterminer aussi ce passage, ce rail-là, etc., etc. Pareil, pour en bas, c'est évidemment plus facile. C'est vraiment cette transition-là qui est la plus complexe. Ensuite, cette surface, on peut l'éliminer. Elle est là en tant qu'appui pour pouvoir mieux construire cette transition-là.
Et ensuite, on va pouvoir voir les deux côtés qui vont être symétriquement enlacés. Et toujours venir analyser avec l'outil de rayure. D'accord? Donc ici, on a mieux contrôlé aussi la transition qu'avec le premier exemple en faisant le raccord, puisque c'est vraiment beaucoup plus serré comme solution. D'accord? Et ici, elle devient très, très large. Donc c'est vrai qu'il y en a plus de contrôle. Voilà deux méthodes qui sont très utiles pour construire des objets complexes et des transitions complexes surtout. Alors, je vais me permettre, s'il y en a d'entre vous qui doivent partir, pas de problème, je comprends, voilà. Je vais me permettre 2 secondes de faire de montrer en fait. Alors, deux options. Donc, on a Rhino 6 qui arrive, qui est en voie de développement. Et voudrais juste vous présenter, il y en a plusieurs nouveautés dans ce sens-là, mais j'aimerais vous présenter 2 de ces nouveautés. Alors, je ramène. Non. Donc, on va rapidement construire 2 surfaces. Donc, pour tout ce qui est la gestion de surface, voilà. Donc, ici, je le fais rapidement. C'est juste histoire de faire un petit peu plus. C'est toujours bien, un petit peu plus. Alors, CTRL Z, on va plutôt modifier celle-ci. L'historique est toujours activé. Voilà. Celle-là, on va... Pourquoi pas, on fait n'importe quoi. Voilà. Et donc, bon, du coup, ça... Allez. Voilà. Et donc, est-ce qu'on va essayer de voir... On va voir si celle-là... Voilà. C'est par exemple de faire le raccord entre ces 2 éléments-là. Donc, je fais le raccord entre ce bord et ce bord. J'ai ma surface, j'ai les manettes, tout comme avant. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi l'historique. Donc, si je viens voilà, modifier les points de contrôle qui risquent, donc à l'occurrence pas là, mais qui risquent, tout de suite le raccord va se mettre à jour pour préserver la continuité. Donc, raccord sur surface possède aussi maintenant l'historique. Donc, il est encore un WIP, donc Work in Progress. Donc, il y a des moments où ça va casser parce que la manière comme on a édité les points, c'est trop violent, il n'arrive pas à suivre. Mais en règle générale, on va pouvoir modifier donc la surface d'origine et lui, il va préserver cette continuité qu'on avait choisie dès le départ. Donc, ça, c'est super intéressant. Un autre point que moi, j'aime beaucoup, c'est par rapport à adapter surface. Donc, ici, je vous fais une courbe quelconque. On va peut-être réduire un petit peu. Voilà. Et donc, maintenant, avec adapter pour surface, adapter une surface, donc elle est là. On va pouvoir adapter un bord à une courbe, ce qui est peut-être déjà possible dans Rhino 5. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'historique aussi. Donc, si je change ma courbe, par exemple, j'aurai la surface qui va continuer à s'adapter à cette courbe. D'accord? Donc, voilà 2 aspects qui nous donnent beaucoup de flexibilité, notamment au début quand on est dans la recherche des formes. Voilà. Donc, écoutez, finalement, nous avons réussi à faire ce qu'il fallait faire. Donc, ici, je vais ouvrir la séance de questions pour voir s'il y a des choses qui n'ont pas été répondues. Merci Laurent, pas de problème. Encore, merci pour la participation. Je vais aussi... Super. Ben,
Merci. Merci à vous. Si jamais il y a des questions, laissez-moi savoir. Merci, Louise. Super. Bon, bah génial. Très bien. Ah, bonjour Thibaut, comment ça va? Alors, Graph Mapper, peux-tu préciser? Très bien, merci, merci. Bon, super. OK, bon, bah, je profite. Je vous dis merci à tous. Je profite pour répondre donc à Thibaut. Alors, le graph mapper, non, non, c'était pas vraiment un graph mapper. Ce que je voulais dire, c'est que le mapping pour l'analyse des surfaces, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, c'est du faux mapping puisque, à vrai dire, on n'analyse pas directement la surface. C'est simplement à travers un mapping d'une image qu'on va essayer de mieux comprendre la surface. Donc, c'est un mapping à travers des faux couleurs qu'on appelle, mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Super. Bon, ben, merci à tous. Comme vous savez, la présentation sera toujours enregistrée, donc vous pouvez venir revoir s'il y a des concepts que vous voulez étudier en calme. Au revoir. Merci beaucoup.